Merci infiniment de m'avoir invité. Merci à tous d'être venus. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est parce que, en tant qu'historien des idées qui travaille principalement sur les nationalismes et les constructions de l'altérité, les racismes, j'avais toujours eu le pressentiment qu'il y avait des similitudes, notamment discursives, dans l'antisémitisme et l'islamophobie. Et j'avais aussi le pressentiment que la raison pour laquelle c'est occulté, que ce parallèle ne fasse pas l'objet de plus d'études sérieuses et de recherches, réside dans la politique discursive de la question palestinienne. Et donc j'ai décidé de me pencher moi-même sur cette question. Et donc ma thèse principale est que l'antisémitisme et l'islamophobie sont profondément imbriqués historiquement. On pourrait presque dire, enfin je le dis en tout cas dans le livre, qu'ils ont une origine commune et qu'ils présentent de nombreux croisements historiques. Donc les croisements historiques, le premier se passe au Moyen-Âge, à l'époque de la chrétienté occidentale, où il y a une association entre la figure du juif et la figure du musulman, qui figure au panthéon des ennemis de la foi chrétienne. Et dans les textes polémiques de l'époque, par Pierre Alphonse par exemple, ou Alain de Lille, ou Pierre l'abbé de Cluny notamment, les polémiques s'adressent et aux juifs et aux sarrasins, dans une tentative de les convertir à la foi chrétienne. Et aussi les deux sont perçus comme ayant des pratiques similaires, étant donné qu'ils ne mangent pas de porc, que les enfants sont circoncis, enfin, les garçons sont circoncis, et qu'ils évitent aussi les poissons sans écailles. Il y a plusieurs pratiques qui sont similaires. À partir du XIIe siècle, l'idée d'une sorte d'alliance entre les juifs et les sarrasins émerge, qui explique le début des violences systématiques antisémites au Moyen-Âge. Et je pense qu'il est utile de se rappeler que lors de la première croisade, sur le chemin de la Terre Sainte, qui voulait libérer des Sarrasins, les croisés ont commis un certain nombre de massacres de juifs, notamment en Rhénanie, le plus grand massacre de cette époque. C'est quelque chose qui va se systématiser, mais qui est nouveau à ce moment-là et dans cette région-là, dans cette région du nord de l'Europe. Et je pense que l'une des choses les plus importantes à retenir, c'est que déjà à cette époque-là, le juif et le sarrasin représentent déjà une menace existentielle pour la civilisation chrétienne, dans l'esprit de l'époque. Et cela va se manifester notamment, enfin, l'un des thermomètres pour mesurer cela, que j'ai utilisé, c'est les interdictions qui s'abattent sur certaines pratiques, certains comportements des juifs et des musulmans, lorsque nous sommes dans une situation où il y a un prince chrétien dont les sujets sont juifs et musulmans notamment. C'est arrivé 3 fois, enfin c'est arrivé plus que 3 fois, mais principalement le royaume croisé de Jérusalem, la Sicile pendant environ 150 ans au XIIe siècle, et bien évidemment les États chrétiens de la péninsule ibérique avant et après la reconquête. Donc on a des interdictions extrêmement similaires. Les juifs et on légifère, si vous voulez, sur les juifs et les sarrasins en même temps pour leur interdire d'apparaître au grand jour pendant la semaine sainte, pour leur interdire de se marier avec des chrétiens ou d'avoir des serviteurs chrétiens, et également pour rendre certains signes distinctifs obligatoires. Donc ça c'est l'époque médiévale. Les choses deviennent beaucoup plus intéressantes dans la péninsule ibérique au lendemain de la reconquête, de la Reconquista, qui est une espèce de mouvement de purification ethnique et culturelle et religieuse de la péninsule, qui touche les juifs et les musulmans de manière extrêmement similaire, chose qui n'est pas toujours reconnue dans l'historiographie de l'époque et qui a tendance à être occultée, enfin, le côté musulman. Les juifs et les musulmans sont
forcés de se convertir en très grand nombre, et un très grand nombre d'entre eux sont également forcés à prendre le chemin de l'exil. C'est l'époque qui met fin à la civilisation séfarade, ce qui est vécu comme une sorte de nouvel exil, de nouvelle dispersion. Et cela met également fin à la civilisation musulmane de Al-Andalus. Et au lendemain de la reconquête, il y a une tentative petit à petit d'effacer toute trace, même physique, de leur présence. C'est-à-dire on interdit la construction des minarets, ça ferait rêver le parti d'extrême droite suisse, l'Union démocratique du centre, qui n'est ni une union ni démocratique ni du centre. On interdira les hammams, on interdira l'hébreu, on interdira l'arabe, on interdira l'aubergine, on interdira le couscous. Les interdictions vont très loin, à faire vraiment rêver les mouvements identitaires d'aujourd'hui. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'idée de pureté de sang. Alors qu'à l'époque médiévale, la conversion pouvait sauver le sarrasin et le juif des persécutions, la conversion cesse d'opérer au XVIe siècle, au XVe, XVIe siècle en Espagne. Les descendants des convertis, ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens, enfin dans le cas des descendants de juifs, on les appelle les maranes. Comme vous savez, dans le cas des descendants des musulmans, on les appelle les maurices. Eh bien, des interdictions frappent ces deux groupes. Notamment, ils ne peuvent pas avoir de position dans certaines administrations civiles, militaires, ecclésiastiques, étant donné que leur sang, le fait d'avoir du sang juif ou du sang musulman, on pense, les prédispose à l'hérésie et à la déloyauté envers la couronne. Donc nous sommes dans le premier cas de racisme biologique systématique qui mène également à un système de domination et de discrimination très complexe. Donc c'est au XVIe siècle et c'est un croisement important de l'histoire de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Et c'est la raison pour laquelle je suis personnellement pas très étonné qu'au XIXe siècle, on confonde les juifs et les arabes et par extension les musulmans au sein de l'idée de la race sémitique. Donc la race sémitique, sur laquelle beaucoup de chercheurs à l'époque, beaucoup de philologues notamment, se penchent pour décrire les spécificités, les caractéristiques raciales de ce groupe. Comme dirait mon confrère Guy Lanidjar, au XIXe siècle, ce qui se dit des juifs peut également se dire des arabes et par extension des musulmans. Les philologues sémitistes pensent que ce groupe-là est incapable d'avoir un certain nombre de caractéristiques qui sont habituelles chez les Ariens, notamment la créativité, le mythe, etc., etc. Il y a tout un discours savant et scientifique qui donc postule des caractéristiques raciales pour les sémites. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces idées sont reprises par l'antisémitisme politique, notamment outre-Rhin, chez les antisémites révolutionnaires allemands, les Treitschke, les Wilhelm Marr, les Richard Wagner, etc., etc., où les idées raciales venues de France, puisque ces idées-là viennent principalement de France, sont utilisées pour donner une certaine légitimité scientifique à un antisémitisme politique. Et en même temps, dans un cadre colonial où des musulmans sont colonisés par des puissances européennes, ou principalement en Algérie, mais également en Égypte sous occupation britannique et en Inde, également en Indonésie. Ces mêmes idées sont expliquées pour postuler l'infériorité raciale des indigènes musulmans, notamment l'idée de fanatisme. Si vous vous penchez, Olivier Lecault-Grandmaison a écrit un livre sur ce sujet récemment, c'est très intéressant. Si vous vous penchez sur les textes qui sont produits en Algérie par les administrateurs français, des militaires, des psychiatres, enfin vraiment par toute une palette d'experts ou d'administrateurs coloniaux, les soulèvements relativement fréquents des indigènes musulmans sont toujours attribués à leur fanatisme et non pas aux spoliations
dont ils font l'objet, non pas aux punitions collectives, ni à la surveillance, ni à la dépossession de leurs terres. C'est toujours l'islam qui est, si vous voulez, le moteur de leur soulèvement et de leur rejet du colonialisme français. Évidemment, il y a des limites sur ce que je suis en train de dire. L'argument a des limites, c'est-à-dire que par exemple, comme vous le savez, le décret Crémieux en 1870, qui naturalise en masse les juifs algériens, ne naturalise pas les musulmans. Donc je ne suis pas en train de dire que les deux groupes sont exactement traités de la même manière, je suis en train de parler de certains croisements notables de l'histoire de leur racialisation.